Retour sur le plateau de l'entretien sur Reflet d'Afrique Télévision. L'invité de ce jour s'appelle Achille Azimbat, ancien adjoint au maire à la commune d'arrondissement de Douala, 3e, 6e adjoint pour être plus précis. Aujourd'hui, il est conseiller municipal dans cette même collectivité territoriale décentralisée. Nous avons parlé en première partie de cette émission de la mairie de Douala, 3e et des déboires du SDF. Maintenant, nous parlons justement de la lutte contre, en fait, de la crise anglophone avec ce que cela a trait comme corollaire. Comment faire pour résoudre définitivement le problème de la crise anglophone? On a appris, même comme le gouvernement camerounais ne l'a pas accepté dans les faits, qu'un dialogue peut être possible ou aurait même déjà eu lieu ou est en train d'avoir lieu entre les sécessionnistes actuellement embastillés dans les geôles de Nkondengui avec quelques pontes du régime, notamment du gouvernement en place. Est-ce que c'est la meilleure solution pour sortir définitivement de la crise anglophone? Non, c'est l'une des solutions, de pouvoir déjà amorcer le dialogue, parce que mieux vaut tard que jamais. Au début de cette crise, un dialogue avait même été amorcé avec les acteurs de la société civile, notamment les enseignants, les avocats, et à un moment donné, le gouvernement avait décidé d'arrêter les négociations et certains leaders avaient été arrêtés. Nous pensons que pour aller vers un dialogue sincère et franc, il faut créer des conditions d'abord de décrispation, se dire nous voulons sortir de cette impasse, accepter de se faire violence et faire également des concessions. Parce que quelqu'un qui a été arrêté, certains peuvent estimer à tort ou à raison que le gouvernement ne devrait pas reculer, mais si cette reculade peut nous permettre de sauver des vies, pourquoi ne pas le faire? Donc l'idéal serait de développer entre les parties un dialogue franc, mais surtout qu'il y ait de la volonté politique de part et d'autre de pouvoir sortir de cette situation qui n'honore personne, parce que l'économie de cette région est complètement à terre. Il y aura même un moment où on va manquer de la nourriture à Douala, parce que ces zones, ne l'oublions pas, surtout comme celle du Nord-Ouest que je connais très bien, était une zone fortement agricole. Donc avec ces difficultés, l'économie au ralenti, les infrastructures hôtelières de ce côté sont complètement paralysées. Bref, en plus des morts qui se comptent par centaines, on a également l'économie qui est en train de s'affaisser. Donc plus que jamais, l'idée d'une discussion, c'est quelque chose de fondamental. Maintenant, il faut développer les conditions d'un dialogue franc et sincère, que les acteurs aussi, qui n'ont pas forcément, qui ne sont pas directement intéressés, soient impliqués dans l'affaire. Parce que quand on a une alternative, une personne qui n'est pas directement bénéfique de tout ce qui se passe, je veux dire, qui ne peut pas être catalogué comme un séparatiste ou non plus comme appartenant au gouvernement. Peut-être pas, pourquoi pas, des personnalités africaines qui viendraient porter secours à nous, Camerounais, pour faciliter la discussion. Parce que quelquefois, quand les situations sont tendues, les belligérants ne se comprennent pas. Il faut parfois des personnalités d'une certaine hauteur. Vous êtes partant pour une médiation internationale dans le cadre de la résolution de la crise anglophone, alors que le gouvernement camerounais dit qu'il a encore les cartes en main pour pouvoir gérer au mieux cette crise? À défaut de ne pas pouvoir gérer la crise au niveau du Cameroun, si une médiation internationale pour nous aider à en sortir, pourquoi pas ne pas essayer? Parce que l'objectif, c'est de pouvoir en sortir. Et ça fait bientôt 4 ans que ça dure. Qu'est-ce qui ne marche pas? C'est la question que je devrais vous poser. Oui, parce que justement, on a comme l'impression que ce sont les belligérants qui ne veulent pas que la situation avance. Non, pas uniquement les belligérants. Le gouvernement camerounais va vous dire que si c'était un problème de crise anglophone, il y a beaucoup de choses qui ont été faites, même au niveau de la justice. Tout est parti d'ailleurs, j'aime à le dire, de la traduction du code OHADA en anglais, ce qui a été acté et fait par le gouvernement, je veux dire, au niveau même des magistrats. Au niveau du corps judiciaire, je préfère utiliser ce thème-là, il y a eu beaucoup d'améliorations, même au niveau des infrastructures. Je crois qu'il y a quand même beaucoup de choses qui ont évolué à ce niveau. Quand on continue, même au niveau de la gestion du quotidien, je crois que c'est l'un des éléments qui a favorisé même la mise en branle de la décentralisation de ce côté. Je crois que le gouvernement camerounais vous dira en même temps qu'il y a une commission de reconstruction qui est menée par le ministre Paul Tasson, qui est à pied d'œuvre. Il y a une commission de désarmement, de réinsertion, on appelait ça intégration,
qui est à pied d'œuvre. Où se pose le problème? Le gouvernement a quand même fait suffisamment d'efforts, mais les armes continuent à crépiter, les sécessionnistes continuent à tuer des compatriotes. Leur but et dans leur réclamation, c'est la séparation du Cameroun. Est-ce qu'une bipartition du Cameroun est envisageable? Non, pas du tout. Mais si je dis ici que rien n'est fait, et ça veut dire que je ne suis pas honnête, quelque chose est fait. Mais si les armes continuent à crépiter, si on continue à compter les morts, ce qu'on n'a pas fait assez, d'où l'urgence de faire quelque chose. Ça veut dire qu'on n'a pas trouvé la vraie solution au problème. Et tant qu'on n'a pas trouvé la vraie solution au problème, tant que les armes continuent de crépiter, tant que les hommes meurent, on se doit de se dire, faisons ce qu'il y a à faire. Parce que, Thierry, cette émission, nous ne pouvons pas la réaliser à partir d'un coin du nord-ouest ou du sud-ouest. C'est pour dire qu'il y a un problème là-bas. Donc, si la solution n'est pas trouvée, si ce bisbis qu'il y a dans ces deux zones ne s'arrête pas, ça veut dire qu'on n'a pas encore trouvé la bonne solution. On doit continuer de chercher et la chercher où elle est, pourvu que le problème trouve finalement la solution. Pourquoi pas évoluer? C'est que, en fait, les gens se font des blocages sur les terminologies, et n'oublions pas aussi que ce conflit naît également d'une situation historique ou d'un conflit de gestion de la cité. Parce que ces compatriotes anglophones estiment que la façon avec laquelle leur cité est gérée ne leur convient pas. Et il faut aussi quelque part comprendre que culturellement et linguistiquement, ils ont adopté un certain nombre de réflexes de transparence que les francophones n'ont pas. Et tout ça pose problème. Et nous Donc vous nous renvoyez à la décentralisation du manière ou d'une autre. Décentralisation veut dire à proposer le fédéralisme. C'est-à-dire que même si on s'en tient uniquement à la décentralisation, si la décentralisation... Avant que de parler justement de cet aspect, juste après cette question, ouais, il y a une certaine partie de l'opinion qui estime qu'on ne peut pas, ou qu'on ne devrait pas discuter avec des gens qui ont pris des armes contre l'État. Oui, on ne peut pas discuter avec les gens qui ont pris les armes contre l'État. Mais il se trouve que ceux qui ont pris les armes contre l'État sont des Camerounais et vous n'allez pas leur retirer la nationalité. Ils ne sont pas des Camerounais, ils sont de l'Ambazonie. Ben oui, ils disent. Mais c'est justement pourquoi il faut se retrouver autour d'une table. S'ils continuent à le dire, ok, on pourra prendre acte. Mais pour l'instant, on n'a pas... Ils le disent d'une manière informelle. Je ne sais pas si c'est vrai, même au tribunal. Sissoko a essayé de le dire, mais rapidement, il s'est ravisé. La preuve, vous parliez d'un échange qu'il y a eu entre une partie gouvernementale et justement c'est l'idée. Non, nous ne devons pas nous cacher derrière notre petit doigt. Dans chaque famille, il faut quand même être disposé à discuter avec les différents. C'est très important. Et justement, il faut que toutes les parties rentrent dans la discussion d'une manière franche, parce que c'est de ça qu'il est question. Si on évoque la discussion pour montrer à l'opinion internationale que, bon voilà, le gouvernement essaie de faire beaucoup de choses et malheureusement, ce sont les séparatistes qui bloquent, on ne sera pas sorti de l'auberge, parce que le tout n'est pas de donner l'impression que le gouvernement sorte vainqueur. Non, il y a quand même des dégâts collatéraux sur le terrain. Comment on fait pour que ça n'arrive plus? Pour moi, c'est le plus important. Et s'il y a quelque chose qui doit être fait sur la gestion de notre cité, il ne faut pas hésiter à le faire. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on a peur des mots. La décentralisation en elle-même, qu'est-ce qu'elle a de si compliqué? Justement, puisque vous en parlez, dans le cadre de la mise en place de cette décentralisation que vous évoquiez tout à l'heure, le président Paul Biya a fait le choix d'appliquer les changements opérés par le Code général des collectivités territoriales décentralisées. C'est ainsi que 14 grandes villes, à l'exception de Ngaoundéré ou de la commune de Ngaoundéré, ont connu des chamboulements au niveau de leur tête. À Douala, la mayonnaise a quelque peu, le thermomètre a quelque peu bouillonné. On a vu ce qui s'est passé à la salle des fêtes d'Aqua pour le choix du maire, mais on n'en parlera pas dans ce cadre-ci. Parlons justement de la décentralisation. Quelle est l'analyse que vous, en tant qu'élu du SDF, faites de la mise en place de ce processus? Mais je pense que le processus de décentralisation au Cameroun souffre de la volonté politique de nos gouvernants. Est-ce que chaque fois, ils nous parlent d'un processus, ils nous parlent de la vitesse d'avancement. Moi, mon constat que je fais, je trouve que cette vitesse peut être assimilée à celle de la tortue, vous l'avez dit tout à l'heure. Même pas d'une tortue, d'un escargot qui se déplace. Alors qu'il y a beaucoup de bien
dans cette décentralisation. Parce que, voyez-vous, le maire est la personne centrale dans un arrondissement. Il y a deux postes électifs importants dans une république comme le Cameroun. Il y a le poste du président de la République et celui de maire. Mais sauf que le président de la République a toutes les cartes en main, mais le maire au Cameroun, pas. Le maire peut avoir les bonnes idées, mais tant qu'il dépend du pouvoir central, c'est compliqué de pouvoir implémenter son projet ou ses projets de développement. Tu referais du RDPC, vous dirait que le gouvernement camerounais, dans le cadre de la mise en œuvre de la décentralisation, a quand même mis en branle une trentaine de lois sur pour permettre aux collectivités territoriales de se décentraliser, de se prendre en charge. Il ne faut pas se gargariser de la mise en place des lois. Les lois sont là, mais ce sont les hommes qui mettent ces lois en application. Et c'est là où le bas blesse. Parce que si il y a transfert de compétences sans moyens, comment est-ce que la décentralisation peut aider le Cameroun? Vous demandez à un maire de construire les salles de classe. Oui, c'est lui qui passe le marché. Mais qui nomme le directeur de cette école? Ce n'est pas le maire. C'est le ministre. Qui affecte les enseignants. Est-ce qu'un maire peut décider de mettre à la disposition d'une école publique maternelle du personnel enseignant si cette école en manque? Vous voyez là donc qu'on est en pleine... En fait, tu seras obligé peut-être d'utiliser le personnel vacataire. Non, le personnel vacataire n'est pas la solution parce que ce personnel vacataire, il faut qu'il ait un statut, il faut qu'il en vive, qu'il vive de son travail. Vous voyez que la compétence est transférée parce que la loi le dit, mais les moyens ne suivent pas. Il n'y aura pas de véritable décentralisation sans transfert de compétences. Il n'y a pas du tout de moyens ou il n'y a pas assez de moyens. Non, il n'y a pas assez de moyens. Il y a quelques crédits qui sont transférés par le ministère des enseignements secondaires et de base. Je vous parle à ras de sol d'une commune que je connais le mieux, l'arrondissement de Douala 3e. Vous voyez, le ministère de l'éducation de base n'a jamais rien fait pour la mairie de Douala 3e. Vous voyez l'étendue du territoire de Douala 3e. Oui, 168 km². Et regardez le nombre de kilomètres linéaires de routes secondaires à entretenir. Quand le ministère des Travaux publics transfère pour un exercice 27 millions à la commune d'arrondissement de Douala 3e, vous pensez qu'avec 27 millions pour le reprofilage des routes, vous pensez qu'avec ça, le maire peut faire quel travail? Mais à quoi sert le budget de la mairie dans ce cas? Ben justement, j'en viens. À quoi sert le budget de la mairie? Plus d'1 milliard. Non, actuellement, même le compte selon le dernier compte administratif de la commune d'arrondissement de Douala 3e, on est à presque 3 milliards. Mais justement, voilà. Quand vous rentrez dans le budget, dans le compte administratif, oui, regardez la masse salariale. Qui recrute? Ben oui, c'est pas le ministère. C'est au niveau des mairies. Mais il y a que vous arrivez, vous trouvez une situation. Et des prédécesseurs, quelquefois, arrivent et font des recrutements fantaisistes. La preuve, quand nous prenions la mairie en 2013, à la fin de l'exercice, l'exécutif précédent, c'est souvent pas très bien de parler des absents parce qu'ils ne sont pas là pour se défendre, mais ce sont les faits, je peux le dire, vous êtes journaliste, vous pouvez vérifier. Oui. L'exécutif sortant avait recruté le même jour 56 personnes avec une décision collective, ce qui n'est même pas permis dans l'administration camerounaise. Nous nous sommes battus pour sortir ces 56 de la solde. Mais sauf que vous avez un problème. Ces personnes-là, qui avaient déjà un espoir de travail, doivent vivre. Et ce ne sont pas elles en réalité qui sont responsables. C'est ceux qui les ont recrutés qui sont un problème. Et quand vous êtes face à ce type de situation, vous êtes maire, socialement, vous faites comment? Donc c'est autant de blocage. On ne peut pas jeter l'anathème sur le gouvernement. Non, je ne dis pas que c'est uniquement le gouvernement qui est responsable parce que les maires aussi doivent se prendre en charge. Les maires doivent assumer leurs fonctions. Les maires doivent se montrer capables de pouvoir exercer la fonction. Parce qu'il y en a qui arrivent, pas forcément parce qu'ils ont présenté aux populations un projet qui les amène à être élus. Il y a d'autres qui arrivent parce qu'il y a eu des petites communes et du coup installées, ils n'ont pas la possibilité de lever la voix pour dire quoi que ce soit. Ils n'ont pas le cran nécessaire pour pouvoir défendre des points de vue de leur ville. Ils n'ont pas le courage nécessaire, la niaque, pour pouvoir pousser leur ville vers un projet de développement. Et là, ça devient extrêmement compliqué. Je suis d'accord. Vous, en tant qu'ancien adjoint au maire, permettez que parce qu'on va un peu avancer, comment peut-on concilier justement
cet état de choses et la mise en place effective du processus de décentralisation qui, d'une manière ou d'une autre, peut impacter positivement la vie des populations au sein du corps social. La personne la plus importante dans le processus de décentralisation, c'est le président de la République. Mais il faut aussi, parce que c'est lui qui prend des lois, qui propose des lois, c'est lui qui décide, c'est lui qui donne même la possibilité de financer ce processus de décentralisation. Mais en retour, il faut aussi que les maires soient prêts, que les maires soient préparés à travailler dans un processus de décentralisation qui va en accélération. Parce que comme je vous ai dit, il y a beaucoup de maires qui n'arrivent pas à déléguer un certain nombre de fonctions à leurs adjoints pour des besoins d'efficacité. C'est-à-dire qu'ils concentrent tout sur eux et ça crée des boulots d'étranglement. Je vous faisais allusion tout à l'heure à certains maires qui ont signifié, par communiqué, qu'aucun de leurs adjoints n'avait le droit de signer quoi que ce soit. Ils se limitaient à célébrer les mariages. Vous voyez que c'est suffisamment grave. Or, c'est toute une équipe. Il faut déjà que le maire lui-même soit disposé à pouvoir adopter l'attitude de quelqu'un qui vit dans la décentralisation au sein de sa commune. Des conseillers municipaux. Ben oui, ils sont tous des conseillers municipaux, c'est clair, mais toujours est-il qu'on a constaté au Cameroun, dès que vous avez une position de pouvoir, du coup, vous devenez le dieu à cette position-là et vous estimez que tout doit passer par vous. Non. Donc la responsabilité est partagée. Certes, les responsables gouvernementaux, les carriéristes, les fonctionnaires, parce que n'oublions pas d'en parler, des fonctionnaires qui tapis dans des bureaux à Yaoundé, voient dans le processus de la décentralisation un certain nombre de prébendes et de subsides qu'ils doivent payer. Mais il n'est pas question de ça. Il faut que le Cameroun soit mis en avant parce que c'est du développement de proximité qu'il s'agit. Le maire connaît bien sa localité, le maire connaît quels sont les problèmes de ces populations. Il serait mieux placé pour pouvoir adresser des solutions à ce problème-là. Non pas qu'on lui propose des solutions qui viennent de très loin, des solutions qui ne sont pas toujours forcément adaptées aux réalités du terrain. Et bien entendu, les maires doivent se montrer capables. Sortir des cacans, des bénis oui-oui, ceux-là qui attendent que le préfet leur donne des instructions. Non, le préfet ne gère pas la commune. C'est le maire qui est le patron de la commune. C'est le maire qui est élu. Le maire devrait pouvoir se montrer à la hauteur de ses responsabilités. Mais jusqu'ici, on se rend compte quand même que les maires ne lèvent pas suffisamment le ton pour pouvoir attraper leur indépendance. Il y en a quelques-uns qui, de temps en temps, même si on les taxe de rebelles, essayent de pouvoir bousculer les codes afin que les choses aillent dans le bon sens. Mais toujours est-il que pour que le processus de décentralisation aille à une vitesse estimée, il va falloir que tous les acteurs du côté gouvernemental et également les acteurs locaux, les élus, soient suffisamment prêts, outillés pour mieux conduire ce processus vers les objectifs escomptés. Voilà, il y a aussi un sujet qui nous intéresse, il s'agit de la pandémie du nouveau coronavirus, on en parle dans quelques instants. Le temps pour moi de vous poser une question assez provocatrice. Ouais. D'aucuns vont estimer que c'est le cas. On parle de la décentralisation. La ville de Douala a également connu l'arrivée de nouveaux maires à la tête, à la place de l'ancien délégué du gouvernement qui était nommé par le chef de l'État. Donc aujourd'hui, les maires sont désignés, pas désignés, élus au sein des différentes collectivités territoriales décentralisées, même comme on sait qu'il y a beaucoup plus de politique que d'élections. Donc généralement, la population n'est pas très au fait de ce qui se passe. Alors, plus de 100 jours après l'arrivée d'un maire à la tête, ou des maires, je préfère le dire ainsi, à la tête de la ville de Douala avec un super maire qui est le docteur Mbassadine, quel est le bilan que vous pouvez faire de son action en tant que conseiller municipal? Bon, pour être sincère, je pense quand même que 100 jours, c'est trop tôt pour juger de l'action, juger de l'efficacité des maires. Je crois qu'il faut leur donner un peu plus de temps. Ils sont élus pour un mandat de 5 ans. Donc, permettons-leur de s'installer, de prendre connaissance des dossiers et de pouvoir travailler. Mais je peux aussi, par ailleurs, faire la remarque selon laquelle, quand on regarde aussi l'attitude de certains de ces élus, on est inquiet pour la suite parce que quand vous arrivez dans une commune et vous êtes le maire, le premier réflexe, c'est de pouvoir vider les bureaux de tout le mobilier qu'utilisaient vos prédécesseurs alors qu'il est encore en bon état.
pour le mettre à la poubelle, aller racheter des nouveaux, pour cela rouler grande carrosse et tout ça, ça pose quand même problème parce que déjà, il n'y a pas suffisamment de moyens. Et si vous ne commencez pas par montrer que vous pouvez faire des économies afin de pouvoir mener des actions sur le terrain qui vont dans le sens de l'amélioration des conditions de vie de la population, ça peut me paraître inquiétant. Mais je peux quand même reconnaître que c'est assez tôt de pouvoir juger globalement si on veut être objectif. Parce qu'en 100 jours, j'ai été maire, en 100 jours, ce n'est pas possible de pouvoir juger des actions d'une manière positive ou négative d'un élu local. Mais certainement, d'autres émissions, on aura le temps d'en discuter et on pourra parler bilan. À ce moment-là, je serai froid et je vous dirai ce que j'ai dans la Nous sommes en Afrique, on dit qu'on reconnaît l'arbre par ses racines. Quand on voit deux adjoints au maire se bagarrer dans un marché, vous croyez que c'est de bon augure? Non, ce n'est pas de bon augure et justement, ce sont des actes comme ça qui amènent quand même à se poser la question de savoir est-ce que ces élus ont mesuré la hauteur de leurs responsabilités, à se retrouver, à se chamailler sur la place publique dans un marché, s'apprête à se dire est-ce que ces gens-là étaient prêts pour la fonction. Mais, comme je l'ai dit, c'est un peu tôt, attendons de voir. On peut mettre ça sur le compte des faux pas. Et nous pensons que le patron, qui est le maire de la ville, pourra les recadrer. Parce que chaque personne a droit à l'erreur. Et un enfant, avant de marcher correctement, commence par tituber. Voilà, il tombe, il se relève. On espère que c'est le cas pour les maires de la ville de Douala et des autres collectivités territoriales décentralisées, notamment Yaoundé. On pourra faire le bilan lors des prochaines émissions. On va parler, je le disais tout à l'heure, en quelques 8 minutes, c'est le temps qui nous reste, de la lutte contre la propagation du nouveau coronavirus, la Covid-19. On sait que vous avez lancé plusieurs initiatives dans ce cadre. Tout à fait. Qu'est-ce qui vous vaut justement cette mobilisation? Vous n'êtes plus quand même maire. Oui, en fait, et puis je vais corriger quelque chose que vous avez dit au début de votre émission, à savoir que par les élections, j'ai été remplacé par M. Youmsi. Je veux faire très rapidement une petite précision. Oui. En fait, je n'ai pas été remplacé par les élections. Je me suis retrouvé au sein d'une mascarade organisée par... au sein de votre propre formation politique? Non, pas au sein de notre propre formation politique, par la préfectorale qui est venue conduire les travaux. C'est-à-dire que j'ai été choisi par mon parti pour assumer ces fonctions de 6e adjoint au maire. Le camarade Youmsi Justin, qui est conseiller municipal, qui avait le droit de se présenter comme candidat, a cru devoir voter en touche cette investiture du parti. Mais sauf que le préfet décide d'organiser des élections entre lui et moi, mais pas des élections régulières, des élections qui se déroulent au doigt levé. C'est-à-dire que pas d'urne transparente, pas d'isoloir, rien du tout, même pas de campagne. Monsieur Youmsi Justin se lève et fait un développement en parlant d'une accusation contre ma personne et du coup une proposition, enfin un discours qui allait dans le sens de la calomnie et qui faisait l'avantage du RDPC, à savoir que lors d'un meeting j'ai apporté des allumettes pour brûler les fusils du chef de l'État alors que c'était une grosse invention. Alors du coup... Il y a quand même des images qui ont circulé où on voit le député SDF à l'Assemblée nationale. C'est pas le député Jean-Michel Nitche. C'est pas le député Jean-Michel Nitche. Quand même les emblèmes de formation politique, notamment le RDPC. C'est pas le député Jean-Michel Nitche qui était candidat au poste de 6e adjoint au maire de la commune d'arrondissement de Douala 3e, c'est bien Achille Azemba. Je n'ai jamais... Vous êtes présenté comme l'un de ses fioles. Oui. En fait, de ses protégés. C'est notre président régional, nous travaillons ensemble. Il est président régional sur le secrétaire régional et M. Youmsi était le président SDF dans l'arrondissement de Douala 3, numéro 1. Donc finalement, on s'est retrouvé dans une situation où c'est le RDPC qui a choisi le 6e adjoint au maire qui appartient au SDF. Et pour revenir donc au Covid, en tant qu'élu local et conseiller municipal, je n'ai pas baissé les bras parce que je me dis que c'est une responsabilité et je profite de vos antennes pour remercier les électeurs qui ont porté leur choix sur le SDF au point où j'en suis conseiller municipal aujourd'hui. Alors en tant qu'élu local, je me suis dit
même sans être maire, je peux apporter ma modeste contribution au développement de Douala 3e et j'ai décidé d'acheter des masques avec mon argent. Je n'ai pas attendu que le président de la République mette des masques à ma disposition pour que je puisse aller sur le terrain parce qu'il est question, face à cette pandémie, que chacun à son petit niveau fasse quelque chose. Je suis donc descendu dans les points chauds, les marchés et dans la rue pour distribuer ces masques en appelant à nos populations de pouvoir respecter les gestes barrières afin de pouvoir contrecarrer cette pandémie dont les chiffres par rapport aux vont croissant. Donc, il est là, j'essaie là de démontrer le souci en tant qu'élu local qui est face à ses responsabilités et qui se dit, chacun à son niveau, doit pouvoir faire quelque chose et non attendre que la manne vienne du ciel. Donc, si chacun à son niveau pouvait poser un acte comme celui-là, je crois qu'on ferait chaque jour un peu plus pour contrecarrer cette... Vous ne posez pas la question de savoir qu'est-ce que l'État fait pour vous, mais posez-vous celle de savoir ce que l'État fait pour vous. C'est très important. Ce que vous faites pour l'État. C'est très important. Et c'est ce que vous avez fait. Alors, vous qui étiez au contact direct avec les populations, pourquoi les populations ne respectent pas les mesures barrières? Beaucoup n'abordent plus leur cache-nez, on se salue sans aucun problème. En réalité, les mesures barrières ne sont pas respectées du tout. Comment peut-on comprendre cette insouciance? Oui. Peut-on croire que la maladie est finie ou que les populations n'ont pas nécessairement les moyens de faire face à cette pandémie? Non, c'est à tort de penser que la maladie est finie. La maladie est là, elle est présente et tous les jours. Je profite de vos antennes pour demander une fois de plus à nos populations de pouvoir faire extrêmement attention. Mais de ma modeste analyse, j'ai pu me rendre compte que déjà, ces populations ont un premier problème, celui de la pauvreté. Il faut reconnaître que beaucoup de ces citoyens vivent au jour le jour. Quand vous êtes obligé de faire la moto, taxi, pour pouvoir nourrir votre famille, vous vous rendez compte que ce n'est pas évident déjà de rester confiné. Mais quand vous sortez, il y a aussi ce problème d'incivisme qui prédomine. Vous n'avez qu'à voir, c'est au même titre que la situation de nos grands carrefours, le carrefour Ndokouti, le mythique carrefour Ndokouti, qu'on n'arrive pas toujours à faire fluidifier à cause des mentalités qui sont rétrogrades, à savoir des gens qui donnent l'impression d'être dans l'insouciance totale, alors qu'on devrait avoir un élan patriotique. Parce que le patriotisme, ce n'est pas toujours avancer des idées politiques, c'est aussi au quotidien pouvoir être exemplaire, balayer devant sa porte, se tenir correctement, s'habiller correctement, être propre. Donc, je mets tout ça sur le compte de l'incivisme qui prédomine. Et là, nous, partis politiques, avons un travail extrêmement important à faire, c'est de pouvoir sensibiliser au maximum et chaque jour ces populations, de pouvoir se dire que quand on vit dans une cité, on ne peut pas se comporter comme un électron libre, on est obligé, parce que si votre vie ne vous dit rien, on peut vous le concéder, mais ayez la décence de pouvoir protéger l'autre, parce que si vous refusez d'arborer un masque et que vous contractez la maladie, forcément quand vous rentrez chez vous le soir, votre fille, votre garçon, votre épouse, vos proches seront victimes. Et non pas, on n'aura pas un mort qui est vous, si vous avez voulu vous suicider, mais on aura plusieurs morts et ce n'est pas parti pour redorer notre blason. Donc, j'en appelle au civisme, à la conscience collective et surtout que ces populations transcendent les difficultés. C'est vrai, ce n'est pas facile de vivre au quotidien, il faut travailler, mais essayons, pendant qu'on mène notre activité, de pouvoir respecter non seulement les gestes barrières et d'arborer un masque, aussi simple que ça. Si vous évoquez le problème financier, je dis c'est un faux débat parce que ces mêmes personnes n'hésitent pas à s'acheter 1, 2, 3 billets au courant d'une journée et quand on multiplie le nombre de billets achetés par ce que ça coûte comme argent, on a l'impression que le montant est très au-dessus du coût d'un masque. Donc, des sacrifices peuvent être faits. Au même titre que quand vous êtes malade, vous vous rendez dans une formation hospitalière et payez la facture des soins, au même titre que quand vous avez envie que votre fuel poursuive des études, vous faites des efforts pour pouvoir payer ces études. Chacun devrait faire des efforts pour être dans la protection, se protéger afin de protéger les autres. Alors, on va mettre la clé sur le poisson, mais avant, juste un mot, on vous a également vu à l'œuvre en train de planter des arbres à la faveur de la journée internationale de la lutte contre la désertification. De l'environnement. Voilà, de la lutte contre l'environnement le 5 juin 2020.
Qu'est-ce qui a motivé cette action? En fait, moi, je suis un amoureux de la nature et je pense que notre planète, chacun doit faire des efforts pour la préserver. L'homme a reçu un très beau cadeau de la nature par Dieu, à savoir la verdure, l'eau, de l'air que nous devions respirer, mais par nos actions, nous gâchons ce bien et nous devons faire des efforts pour ne pas être égoïstes. Disons-nous que si nous vivons aujourd'hui, c'est parce que ceux qui ont vécu avant nous ont pris un certain nombre de dispositions pour que nous puissions vivre dans un minimum de confort aujourd'hui. Alors, à nous de ne pas laisser une planète invivable à notre progéniture. C'est la raison pour laquelle moi j'ai décidé, et ça c'est en prolongement d'un programme que j'avais lancé depuis 2016 dans ma commune baptisée Douala Trois-Vers. L'objectif c'était de planter 50 000 arbres. J'en ai planté plus de la moitié avant de partir et c'est justement dans le cadre de la poursuite de cette opération que j'ai rebaptisé en tant qu'élu local, j'aime ma ville, je plante un arbre. Il est question de planter des arbres à travers les artères de la ville de Douala 3e. Et à l'époque, j'avais commencé par les institutions universitaires. J'avais expliqué le projet au recteur de l'époque qui m'a permis de travailler en collaboration avec ses collaborateurs. Donc, le site de l'université de Douala, PK17, génie industriel, si vous y faites un tour, c'est entièrement vert et l'université avait été la première institution à bénéficier de ce projet. Également, on avait fait un tour dans les lycées parce qu'il était aussi question de conscientiser les lycéens, la jeune génération, à pouvoir adopter le réflexe de planter un arbre. Parce que l'arbre, c'est la vie. Quand vous mettez un arbre en terre, c'est une vie que vous avez mis en terre. Et si chacun adopte le réflexe de planter un arbre, vous voyez que notre nature se porterait bien, notre environnement se porterait bien et bien sûr, la planète se porterait bien. Et demain, la génération qui viendra après nous dira ceux qui sont passés avant nous nous ont légué un bien précieux. Beaucoup de courage à vous, monsieur le maire. Merci encore. Mesdames, Messieurs, voilà, nous sommes arrivés au terme de cette émission avec le soutien de la réalisation qui nous a accordé quelques minutes de plus. C'était un plaisir d'avoir été des vôtres. On a reçu pour cette autre livraison d'entretien monsieur Achille Azimba qui est conseiller municipal, ancien adjoint au maire de la commune d'arrondissement de Douala 3e, 6e adjoint pour être plus précis, militant très engagé du social-démocratique Front. On en a d'ailleurs parlé, on a parlé de la décentralisation et de plusieurs autres sujets d'actualité. C'était un plaisir de vous avoir entretenu pendant ces 1 heure de temps consacrée à l'entretien. Merci, au revoir et à très bientôt sur Reflet d'Afrique Télévision.